Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les bonnes choses sont comme les mauvaises, elles ont toujours une fin. Adieu le quoi qu'il en coûte, à commencer par le bouclier tarifaire sur l'électricité dont la surface continue de rétrécir. Bruno Le Maire l'a annoncé hier soir, nouveau train de hausse dès le 1er février. Barthélémy Philippe, la facture va bel et bien flirter avec les plus 10%. Oui, entre 8,6 et 9,8% d'augmentation selon les offres. Très concrètement, ce sera 8 € de plus par mois pour un studio chauffé à l'électricité, 18 € de plus pour une maison de 4 pièces. Des hausses de prix qui s'expliquent par un retour à la normale progressive de la taxe sur l'électricité. Une nécessité, a tenté d'expliquer Bruno Le Maire. C'est une décision qui est nécessaire pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte. Nous avons beaucoup protégé. Il faut aussi protéger nos finances publiques parce que si demain il y a à nouveau une pandémie ou une autre crise, on sera bien content de pouvoir protéger les Français, les salariés et les entreprises. L'augmentation rapportera 6 milliards d'euros à l'État. Une partie sera consacrée à la construction de nouvelles capacités de production électrique et une prochaine hausse du tarif réglementé devrait intervenir dans un an, en février 2025, avec la fin totale du bouclier tarifaire. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Alors cette hausse des prix de l'électricité frappe également les agriculteurs. La colère du monde paysan menace de s'étendre à tout le pays et l'exécutif part au plus pressé. Et ça commence par le report de la réforme de l'agriculture. Le projet de loi devait être présenté mercredi en Conseil des ministres. Le sommet de l'État pris d'un vent de panique, comme le confie un ministre ce matin dans Aujourd'hui en France, Le Parisien. Raison sans doute pour laquelle le Premier ministre recevra les dirigeants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ce soir à Matignon. On va aller à Toulouse, épicentre de la colère. Bonjour Alexis Bourdon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Occitanie, en direct de la 64 près de Toulouse. Les agriculteurs poursuivent le blocage ce matin. Cette augmentation des prix de l'électricité est très mal perçue. Oui, cette décision vient attiser encore plus leur colère. Pour certains, l'électricité représente 20 à 30% de leur budget. Pourtant, pour Jérôme Baille, l'organisateur du blocus, cette nouvelle hausse pourrait permettre de fédérer d'autres secteurs d'activité autour des agriculteurs. On a compris encore une fois qu'on va continuer à payer et aujourd'hui, ceux qui vont en souffrir le plus, ça va être l'industrie française et peut-être qu'il va falloir qu'eux aussi réagissent et viennent avec nous dans le combat. C'est encore des charges supplémentaires. Nous, on est ici en train de négocier un pas en avançant et l'État fait 4 pas en reculant. Ce soir, la FDSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs seront reçus à Matignon. Ici, les agriculteurs attendent beaucoup de cette rencontre. Ils espèrent forcément des annonces fortes, notamment sur le GNR, le gasoil routier. Depuis le début du blocus, les manifestants souhaitent s'entretenir avec le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture. Sans ça, l'occupation de l'autoroute pourrait durer encore des jours. Malgré le froid et les températures négatives la nuit, les agriculteurs que j'ai pu rencontrer m'ont assuré qu'ils pouvaient tenir encore des semaines avec le stock de nourriture actuelle. Alexis Bourdon en direct de la 64 près de Toulouse. On vous retrouvera dans le journal de 8h. La colère des agriculteurs, celle également des pêcheurs du golfe de Gascogne. Interdiction de poser les filets dans une zone comprise entre le Finistère et le Pays Basque pour un mois jusqu'au 20 février inclus. Les bateaux de plus de 8 mètres forcés de rester à quai dès aujourd'hui pour protéger les dauphins. Le gouvernement promet de combler les pertes jusqu'à 80% du chiffre d'affaires. 7h04 sur Europe 1. L'actualité ce lundi, c'est également l'ouverture devant la Cour d'assises spéciale de Paris du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. C'était en 2018, rappelez-vous, 16 blessés et 4 morts. 4 tués, dont le colonel Arnaud Beltrame qui a sauvé la vie d'une otage en demandant aux terroristes de le laisser prendre sa place. Radouane Latkim, islamiste radicalisé et fiché S, a été abattu à l'intérieur du Super U de Trèbes au cours de l'assaut du GIGN. Dans le box tout à l'heure, 7 personnes, 6 hommes et une femme, tous soupçonnés de l'avoir aidé ou d'avoir eu connaissance de son macabre dessein. Témoignage ce matin sur Europe 1 de celui qui était maire de Trèbes à l'époque. Éric Ménassi n'a rien oublié. Je me souviens de l'appel de mon épouse qui m'informe qu'un terroriste est à l'intérieur du magasin. Je me rends sur place immédiatement pour voir ce qu'il se passe. Des gendarmes étaient déjà sur place et bien sûr étaient en train de mettre un périmètre de sécurité. Très vite, un poste de commandement de campagne a été mis en place dans une station-service qui jouxte le Super U. Quand l'assaut est donné, des informations arrivent en expliquant que le colonel, puisque nous savions que le colonel était à l'intérieur, a été grièvement blessé. Les premiers secours arrivent. Le colonel est emporté par une ambulance à l'hôpital et nous apprenons très vite que l'assaillant a été tué.
C'est à la fois des souvenirs très précis et en même temps des souvenirs très confus d'une journée qui a été interminable et qui, pendant plusieurs semaines, s'est prolongée parce qu'on a eu l'impression les uns et les autres que cette journée ne s'arrêtait jamais. Éric Ménassi, maire de Trèbes à l'époque des faits, témoignages recueillis par Jean-Baptiste Marty, fin prévue de ce procès devant la cour d'assises spéciale de Paris le 23 février. Et aux États-Unis maintenant, un rebondissement dans la campagne pour l'investiture républicaine à la présidentielle. 2 jours avant une primaire qualifiée de cruciale, Ron DeSantis abandonne la partie. Le gouverneur de Floride met fin à sa campagne et se range derrière Donald Trump. Coup de tonnerre dans le ciel républicain. L'ancien président fait plus que jamais figure de favori pour l'investiture. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, cet abandon ne faisait guère plus de doute lorsque Ron DeSantis a annulé toutes ses interventions prévues dans les émissions politiques du dimanche matin. Et c'est via une vidéo publiée sur son compte X que le gouverneur de Floride a officialisé la fin de sa campagne présidentielle. Dans la foulée, l'ex-candidat a apporté son soutien à Donald Trump. Je le soutiens parce que nous ne pouvons pas revenir à la vieille garde républicaine d'autrefois. Un corporatisme réchauffé présenté dans un nouvel emballage que représente Nikki Haley. Les Américains en dernier, c'est fini. Avec une campagne à court d'argent, Ron DeSantis ne pouvait pas l'emporter. Il se positionne donc déjà pour 2028. Cela semble payant. Après des mois passés à l'insulter, Donald Trump chante désormais les louanges de son ancien rival. Je voudrais prendre un moment pour féliciter Ron DeSantis. Il est vraiment super. Je me réjouis de travailler avec Ron pour battre cet escroc de Joe Biden. Il ne reste donc plus que Nikki Haley comme candidate sérieuse face à Donald Trump. Mais il est peu vraisemblable qu'elle puisse faire jeu égal avec un ancien président qui, sauf catastrophe, sera le candidat désigné par son parti. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis VIP, vous connaissez l'acronyme, ça veut dire aussi Very Important Parking, une application, c'est le nom d'une application pour aider les personnes handicapées à garer leur voiture sur les places réservées. Et faciliter la vie des 12 millions de Français qui se déplacent en fauteuil roulant. Trouver une place large et accessible pour pouvoir sortir et déplier son fauteuil, c'est bien l'idée de cette application. Yasmina Katou l'a testé en compagnie de l'un de ses créateurs, Philippe Croison. Bonjour Philippe. Bienvenue à bord. Merci, je m'attache. J'ouvre l'application, Very Important Parking. Et là, par exemple, je vais taper une adresse, Cinéma La Rochelle. Il y a des petites icônes bleues avec un fauteuil roulant qui apparaissent. Le P de VIP avec le petit fauteuil roulant dedans. Et j'ai juste à faire naviguer. Prendre la direction sud-ouest sur boulevard Joffre. Allez. Avant l'application, quand j'arrivais dans une ville avec mon véhicule, je galérais, je tournais en rond, puis je gaspillais de l'essence. Et vous savez qu'il y a seulement 2% de places de parking dans toute la France. C'était très compliqué. Eh ben on est arrivé à bon port, Philippe Croison. Donc tout va bien. Mais l'intérêt de cette application, c'est surtout aussi de savoir que les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite quand on a un fauteuil. Ah oui, pour aller soit au restaurant le plus proche, soit au bureau de tabac, enfin partout où vous voulez aller quoi. Donc là on est ici, donc je zoome. La petite gélule, c'est une pharmacie. Je suis descendu de la voiture, je reprends l'application et je m'en vais direction la pharmacie. Et on voit bien effectivement le trottoir tout place, c'est vraiment les normes d'aujourd'hui. C'est hyper large, vous avez de la place pour passer en fauteuil un peu partout. Tu vas pas galérer quoi, pas de mauvaise surprise, ouais. Ça c'est vraiment top ça, ouais. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1, et une correction, votre honneur, ce ne sont pas 12 millions de Français qui se déplacent en fauteuil roulant, c'est 12 millions de Français qui ont un handicap, plus ou moins lourd. 80% de handicap invisible, 380 000 fauteuils, voilà, comme ça vous aurez tous les chiffres. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est